quelque chose en mer terrorise tous les bateaux du monde. Un gigantesque mur d'eau a surgi de la nuit. Je n'ai jamais vu une vague aussi haute de toute ma vie. Elle peut frapper à tout moment et faire de terribles ravages. L'eau est dure comme un mur de briques. Tout le pont a été détruit. Horrible, monstrueuse. On a l'impression que c'est la fin du monde. Voici l'histoire d'une vague qui provoque de terribles naufrages. Une tueuse qui défie toutes les explications scientifiques et qu'aucun navire ne peut affronter. C'est l'un des secrets les mieux gardés du monde marin. Et pourtant, chaque semaine, un bateau est englouti par l'océan, souvent sans même lancer de SOS, sans laisser le moindre indice sur sa disparition. Parmi tous ces naufrages, le cas du München reste l'un des plus mystérieux. Long comme 2 terrains et demi de football, ce cargo d'un nouveau genre était le joyau de la flotte marchande allemande. Le 7 décembre 1978, il prend la mer pour un voyage de routine en Amérique. Parmi les 27 membres d'équipage se trouve Uwe Heinrich. Voici mon fils Uwe, qui avait 20 ans. Il adorait naviguer. Il disait qu'il n'existait pas de bateau plus sûr. On pensait qu'il était insubmersible, que c'était le meilleur navire du monde. Cette nuit-là, une gigantesque tempête balaie l'Atlantique. Les vagues sont hautes comme des maisons. Mais ce n'est pas un problème pour le München. Le cargo est puissant et bien entretenu. Il a l'habitude d'affronter le mauvais temps. Tout le monde pense qu'il progresse normalement. Jusqu'au 12 décembre, à 3 heures du matin. C'est un SOS. L'équipage du München est en difficulté et réclame de l'aide. Mais personne ne s'inquiète encore outre mesure, car même très endommagé, le cargo peut flotter pendant plusieurs jours. Au début, nous sommes restés très calmes. Je me disais que ça ne pouvait pas arriver au München, que c'était un bateau très sûr et qu'ils avaient pris toutes les précautions. Quelques heures plus tard, des avions de sauvetage sont envoyés à sa recherche. Sur cette route très fréquentée, tous les bateaux sont mis à contribution. Alignés sur plus de 4 km, comme pour une chasse à l'homme, ils entreprennent de ratisser une large zone pour retrouver le München. C'est la plus grosse opération de sauvetage de toute l'histoire de la marine. Elle est dirigée par le capitaine Peter de Nisch. On espérait retrouver le bateau, ou au moins des gens, un canot de sauvetage, un radeau pneumatique. On n'a jamais retrouvé âme qui vive. Et chaque jour, nos espoirs s'amenuisaient. Ils ne rapporteront qu'un canot vide et quelques débris. N'importe quel bateau peut se trouver en difficulté. Ça arrive tout le temps, un peu partout. Mais quand un grand cargo très moderne s'évapore purement et simplement, c'est vraiment surprenant. Pour une raison mystérieuse,
l'énorme navire et son équipage ont totalement disparu. Une enquête est aussitôt ouverte. On passe au crible tous les plans du bateau et les quelques débris récupérés. Seul le canot de sauvetage semble fournir un indice sur le naufrage. Il est normalement suspendu à 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Mais l'une des petites attaches métalliques sur lesquelles il reposait attire l'attention des enquêteurs. Parmi eux, Werner Hummel. Le seul élément susceptible d'expliquer ce qui est arrivé au München, c'est le bloc avant du canot de tribord. C'est ce qu'on voit sur cette photo. Elle montre les attaches en acier pliées d'avant en arrière. Cela semble indiquer que le canot qui y était suspendu a été frappé avec une force extraordinaire d'avant en arrière. Et que c'est ce qui a plié ces attaches en acier, par ailleurs relativement solides. Une formidable force a donc arraché le canot de sauvetage aux attaches métalliques, à quelques 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais personne ne sait d'où venait cette force mystérieuse. La commission d'enquête doit donc conclure qu'un événement inhabituel, provoqué par le mauvais temps, a entraîné la perte du navire. Pourtant, beaucoup de marins pensent savoir ce qui a coulé le München. Quelque chose qui, d'après la légende, fait sombrer nombre de bateaux chaque année. Une vague gigantesque. Les vagues gigantesques, qu'on appelle aussi vagues scélérates, sont l'un des grands mythes de l'océan. Toute ma carrière, j'ai entendu parler des vagues scélérates. Certains marins évoquent une vague brisante, solitaire, de la taille d'un immeuble, qui peut surgir du néant. Elle était colossale. Au moins 25 mètres, peut-être plus. Elle devait faire dans les 30 mètres de haut. Elle paraissait énorme, on aurait dit une falaise blanche. C'était comme une montagne, un mur d'eau qui nous fonçait dessus. Je n'ai jamais vu de vague aussi haute de toute ma vie. Ce n'est pas un tsunami, ni un raz-de-marée. Elle n'est provoquée ni par un séisme, ni par un glissement de terrain massif. Personne ne sait d'où elle vient, ni comment elle se forme. La vague scélérate est une lame gigantesque et très abrupte qui surgit sans qu'on puisse la prévoir. Elle est là, c'est tout. Il y a pourtant un petit problème. Pour tous les océanographes, l'apparition de ces vagues scélérates est presque impossible. Les scientifiques ont décrypté depuis déjà plusieurs siècles les mouvements de la houle. Elle est tout simplement créée par le vent. Plus le vent est fort, plus il souffle longtemps et plus les vagues sont grosses. Pour prévoir la hauteur maximale des vagues rencontrées par un navire, les chercheurs utilisent un ensemble d'équations mathématiques qu'on appelle le modèle linéaire. Ce modèle montre que quel que soit l'état de la mer, il y a toujours une limite à la hauteur des vagues. Et ces histoires de vagues scélérates, sorties tout droit du néant, sont donc forcément fausses. Les marins, c'est comme les pêcheurs, pas vrai? Quand ils reviennent à terre, ils racontent toutes sortes d'histoires étonnantes qu'on a du mal à croire. C'est comme le type qui vous décrit le poisson qu'il n'a pas pris en disant « Il mesurait bien 10 mètres de long ». Avec les vagues, c'est un peu pareil. Jim Gunson, du Met Office, se base sur le modèle linéaire pour démontrer que les vagues scélérates ne devraient pas exister.
Quand on soumet un état de mer spécifique au modèle linéaire, cette courbe en forme de cloche donne les probabilités d'une certaine hauteur de vague. C'est comme pour une population d'enfants dans une classe. Il y a une taille moyenne et la plupart des enfants s'en approchent. Certains sont un peu plus grands ou plus petits, mais les chances d'en trouver un qui soit 3 ou 4 fois plus grand que la moyenne sont minimes. Donc, à en croire le modèle linéaire, même dans la pire des tempêtes, où les vagues peuvent atteindre 12 mètres de hauteur, la probabilité de rencontrer un mur d'eau de 30 mètres est pratiquement nulle. Si on applique le modèle linéaire à un état de mer avec des vagues de 12 mètres, les chances de trouver une lame d'une hauteur de 30 mètres sont de 10 puissance moins 5, soit 0,00001. Concrètement, ça veut dire qu'une vague de ce genre ne se présente qu'une fois tous les 10 000 ans. Le modèle linéaire est si largement accepté que toute l'industrie navale, qui pèse plusieurs milliards d'euros, repose sur ce principe. Les météorologues s'en servent pour prévoir la hauteur de la houle, et les ingénieurs pour concevoir des bateaux capables de résister à une amplitude de vagues de 15 mètres maximum. Jusque-là, l'existence de vagues scélérates en haute mer semblait impossible. On préférait imputer les disparitions mystérieuses à des facteurs nettement plus plausibles, comme la corrosion et les erreurs humaines. Mais il s'est un jour produit un événement qui a forcé les scientifiques à revoir toutes leurs théories. Le 31 décembre 1995, une tempête se lève sur la mer du Nord. La plateforme pétrolière Dropner est à 160 km des côtes sur une mer démontée. Les capteurs enregistrent régulièrement des vagues de 12 mètres. Mais soudain, une lame se dresse, si haute et si abrupte qu'elle défie toutes les prévisions scientifiques. Pour moi, ça a vraiment tout changé. Cette vague faisait au moins 26 mètres. Elle était beaucoup plus haute que les autres. Quand la vague du Nouvel An s'est révélée d'une hauteur de 30 mètres dans une mer avec des vagues de 12 mètres, la sonnette d'alarme a retenti, car il est pratiquement impossible de voir une telle vague. Et pourtant, on l'a vue. Les capteurs ont mesuré une lame d'une hauteur et d'une cambrure qu'on ne peut observer qu'une fois tous les 10 000 ans. Finalement, il semble bien que les marins aient raison. La vague du Nouvel An est un choc pour beaucoup d'océanographes, dont Julian Wolfram. Depuis 1995, il surveille ce point précis de la mer du Nord pour y repérer de nouvelles vagues scélérates. Nous devons étudier ce genre de lames pour déterminer à quelle fréquence elles se produisent. Car si elles surviennent très fréquemment, elles pourraient sérieusement menacer les installations offshore et les bateaux. Wolfram étudie toutes les vagues qui dépassent les prévisions du modèle linéaire. Pour les mesurer, il a installé un radar tourné vers la surface de la mer. Nous utilisons un instrument qui produit un faisceau électrique. Celui-ci va heurter la surface de l'eau et remonter. Nous mesurons le temps qu'il met à effectuer cet aller-retour pour estimer la distance qui sépare le radar de la vague. Et nous répétons cette opération de façon continue pour obtenir le profil de la surface de la mer. Pendant plus de 4 ans, Wolfram a mesuré toutes les grandes vagues qui sont venues frapper la plateforme.
Il a ainsi obtenu une courbe comparative entre ces grandes vagues et celles qui les entourent, et fait une découverte totalement inattendue. D'après le modèle linéaire, la représentation graphique de la hauteur d'une vague et des vagues qui l'entourent devrait former une ligne droite. Pour les vagues de petite taille, c'est effectivement le cas. Mais quand la mer est agitée, le chercheur trouve 24 vagues largement au-dessus de la ligne. Les lames géantes sont donc beaucoup plus fréquentes que le modèle linéaire ne le prévoit. Il apparaît alors que ces 24 vagues sont d'une toute autre nature. Avec cette courbe, nous avons appris que les vagues vraiment extrêmes diffèrent des vagues plus petites. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Leur cambrure et leur hauteur sont généralement plus importantes que prévu, d'après les théories émises jusque-là. Elles sont inhabituelles, ce sont des phénomènes. Wolfram semble avoir découvert la légendaire vague scélérate. Pour l'industrie navale, ces conclusions sont catastrophiques. S'il y a effectivement des vagues scélérates, des milliards d'euros sont menacés et toutes les flottes du monde doivent être modernisées. Face à un tel enjeu, les scientifiques mettent tout en œuvre pour trouver l'origine des vagues scélérates et le moyen de les prévoir. Pour cela, ils font la liste des endroits où elles sont apparues. Il en est où le phénomène semble récurrent. L'Afrique du Sud. La pointe sud de l'Afrique est une route très fréquentée par laquelle plusieurs milliards de tonnes de marchandises transitent chaque année. Cette mer, en apparence tranquille, est pourtant réputée pour la férocité de ses vagues. Le capitaine Dai Davis est l'un des grands spécialistes de l'Afrique du Sud en matière de sauvetage. Il a vu les dégâts que peuvent provoquer ces lames. Le Neptune Saphir était tout neuf. C'était son premier voyage. On aurait dit qu'il avait été découpé au chalumeau de part en part. Le naufrage de l'Atlas Pride a eu lieu en pleine tempête. Une énorme vague s'est soudain levée et l'a frappé, détruisant entièrement la proue. Le Mimosa était un très gros bâtiment. Tout le revêtement latéral était littéralement enfoncé. Il y avait un trou dans lequel on aurait pu faire entrer 3 bus à 2 étages. Quand je suis monté à bord pour procéder au sauvetage, le capitaine, un Norvégien très expérimenté, m'a dit que c'était la plus grosse vague qu'il ait jamais vue. Depuis 1990, 20 bateaux ont été dévastés par des vagues scélérates au large de l'Afrique du Sud. Pour tenter d'élucider le mystère de ces eaux réputées dangereuses, des chercheurs tels que Martin Grundling ont relevé sur une carte tous les endroits où s'étaient produits les accidents.
Lorsqu'ils ont posé la carte sur une image infrarouge de l'océan, ils ont fait une constatation surprenante. Les points sont tous situés le long d'un même courant océanique puissant. Le courant des aiguilles. Nous avons fait une croix pour chaque accident qui s'est produit au large des côtes sud-africaines. Toutes les croix sont dans cette bande rouge qui correspond au courant des aiguilles. Ce courant majeur descend le long de l'Afrique du Sud, depuis l'océan Indien. Il est donc plus chaud et apparaît sur l'image infrarouge. Le courant des aiguilles est un courant chaud, très puissant, coulant du nord vers le sud. Seul, il ne devrait pas soulever de vagues extrêmes. Mais selon les océanographes, il rencontre parfois un vent et une houle remontant en sens inverse, qui seraient à l'origine des catastrophes. Toutes nos vagues et nos tempêtes naissent ici, dans les profondeurs de l'Atlantique Sud, et se propagent ensuite vers le nord-est, comme ceci. Et c'est à cet endroit que le courant des aiguilles, arrivant du nord-est, rencontre la houle et le mauvais temps venant du sud. C'est donc dans cette zone que ces deux phénomènes importants deviennent dangereux. Le jour où Grünling accède à un nouveau type de satellite utilisant un radar, il peut enfin mesurer la hauteur des vagues dans le courant. Il ne s'est pas trompé. Quand elles vont dans la même direction que le courant, les vagues restent basses. Mais dès qu'elles vont dans la direction opposée, la rencontre est spectaculaire. Nous avons là une courbe représentant la hauteur des vagues en dehors du courant, puis leur hauteur à l'intérieur du courant. Or, on remarque tout de suite une hausse très significative quand le satellite passe au-dessus du courant. Lorsqu'elles doivent lutter contre le courant, les vagues deviennent énormes. En les repoussant, il les fait monter si brutalement que ce sont de véritables phénomènes qui se dressent hors des flots. Une théorie qui explique très simplement l'apparition du monstre mythique. Finalement, ce ne sont pas réellement des vagues phénomènes. Elles n'ont rien d'anormal, elles sont même relativement communes. On en trouve chaque fois que la houle va contre le courant, ce qui est très fréquent. Pour l'industrie navale, cette explication toute simple est un véritable cadeau. Elle signifie qu'on peut aisément éviter les lames géantes. Et pour cela, il suffit de contourner le courant des aiguilles. Inutile de dépenser des millions pour restructurer la flotte mondiale. Partout où les vagues scélérates sont le plus fréquemment signalées, comme en Norvège, les spécialistes retrouvent les mêmes conditions océaniques. Les bateaux empruntent alors d'autres routes et évitent ainsi les zones dangereuses. Le mystère des vagues scélérates semble enfin résolu. Jusqu'au jour où un événement inexplicable se produit dans l'Atlantique Sud, un événement qui va tout remettre en question. En février 2001, le Caledonian Star fait une croisière de plusieurs semaines autour de l'Antarctique. À son bord, 105 touristes britanniques et américains. Le Caledonian Star est l'un des bateaux les plus solides du monde.
Il a été conçu pour résister à la glace et aux conditions extrêmes. Malgré un bulletin météo défavorable pour le voyage de retour, l'équipage n'est pas inquiet. La météo avait annoncé de gros coups de vent. Ce genre de prévision n'a rien d'inhabituel. Le bateau était conçu pour faire face à ce type d'intempéries. On n'était pas inquiet du tout. La tempête empire et les vagues font bientôt plus de 12 mètres de haut. Le bâtiment les chevauche aisément et l'atmosphère reste détendue. Et puis, à 17h30, le 2 mars, le premier maître remarque quelque chose d'anormal. Surgi de nulle part, j'ai vu apparaître à environ 1,5 km une vague qui semblait 2 fois plus haute que les autres. Nous avons estimé qu'elle devait faire 30 mètres, ce qui est extrêmement haut. C'était comme une montagne, un mur d'eau nous fonçant droit dessus. Et elle arrivait d'une autre direction, environ 30 degrés par tribord avant. Tandis que le mur d'eau approche, ils voient un gigantesque creux s'ouvrir devant eux. Le bateau a dû s'incliner comme ça et tomber plus ou moins en chute libre, parce que les vagues allaient à toute allure. Nous nous penchions comme ça en avant et les gens étaient projetés contre les cloisons. Nous sommes tombés et nous avons heurté la vague qui a entièrement recouvert la proue. Le timonier qui était là a dû se mettre à l'abri et quand il a regardé en l'air, il ne voyait pas la crête de la vague. Il y avait un mur d'eau devant nous et le bateau fonçait droit dessus. On aurait dit que le pont tout entier explosait. J'ai été balayé comme par un jet d'eau. Le timonier et moi étions l'un sur l'autre sous l'eau en train de lutter contre les livres et les coussins. J'ai carrément dû nager et ramper pour revenir jusqu'aux commandes et remettre le bateau d'aplomb. L'impact est dévastateur. La lame a détruit tous les instruments. Le bateau est désormais littéralement aveugle. Nous avions perdu les radars, les gyrocompas, les échosondeurs, le sonar et certains éléments de la radio. C'est une expérience qui rend très humble. On ne peut s'empêcher de penser que c'est peut-être la fin, qu'on ne s'en sortira peut-être pas. Pourtant, le Caledonian Star s'en sort. Ses moteurs fonctionnent encore. Une fois les hublots calfeutrés, le navire réussit péniblement à regagner le port. Presque au même moment, un autre bâtiment, cependant, est moins chanceux. Le Bremen est un paquebot de croisière allemand. Lui aussi est bâti pour résister à tous les assauts de l'Atlantique Sud. Il transporte 137 touristes. Comme le Caledonian Star, il est heurté par une lame géante de 30 mètres qui pulvérise le pont. Le pont était inutilisable. Tous les instruments nautiques et toute l'électronique ont immédiatement lâché quand l'eau de mer a commencé à entrer. L'équipement radar, les fax météo, le ventilateur, les alarmes, plus rien ne fonctionne. Le gouvernail est totalement hors d'usage. Le bateau est en détresse, il n'est plus manœuvrable. Mais contrairement au Caledonian Star, le Bremen a aussi perdu ses moteurs. Pour
Pour les gens qui sont à bord, la situation semble désespérée. Incapable de se propulser, le navire dérive, exposant aux vagues ses surfaces les plus vulnérables. Lorsque les moteurs se sont arrêtés, le bateau s'est retrouvé en travers, avec la mer frappant de front les baies vitrées du restaurant. C'est la pire des situations. Les vitres du restaurant sont extrêmement fragiles. Si une grande vague vient à les heurter, l'eau s'engouffrera et le paquebot coulera. Nous aurions chaviré. L'eau aurait fini par briser les vitres. L'équipage doit réagir au plus vite. Pour remettre le bateau dans le bon sens, il faut à tout prix faire redémarrer le moteur. Mais le générateur est en morceaux. Si le moteur ne repart pas, le navire et tous ses passagers sont condamnés. Nous venions de l'Antarctique. La température de l'eau était proche de zéro et celle de l'air aussi. Dans ces conditions extrêmes, il n'était pas question de mettre des gilets de sauvetage, des canots de sauvetage ou des radeaux pneumatiques à la mer. De plus, nos passagers ne sont généralement pas tout jeunes. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait survécu. Perdus au cœur de la nuit et de la tempête, ils entreprennent donc de réparer le moteur. Pendant ce temps, les vagues continuent à s'écraser contre les vitres. Mais la chance leur sourit enfin. Et le moteur redémarre. Pour la première fois, je me suis dit qu'on allait peut-être y arriver. C'était un de ces moments merveilleux où tout recommence à marcher. Le Caledonian Star et le Bremen ont eu beaucoup de chance. Mais leur mésaventure remet en cause tout ce que l'on pensait connaître sur les vagues scélérates. Il n'existe aucun courant, aucune condition particulière susceptible d'engendrer des lames extrêmes dans l'Atlantique Sud. D'après le modèle traditionnel, elle devrait donc y être exceptionnelle. Pourtant, il y en a eu 2 à quelques jours d'intervalle. Alors que s'est-il passé ? Pour résoudre ce mystère, la science mobilise toutes les technologies dont elle dispose. À l'aide d'un nouveau satellite radar, Susanne Lehner, du Centre aérospatial allemand, commence à traquer les vagues scélérates à travers la planète. Grâce au radar, on peut observer les vagues individuellement. On voit leur longueur, leur direction, leur regroupement. Le satellite européen de télédétection voyage au-dessus des océans en utilisant un radar ultrasensible pour envoyer une image détaillée de la surface de la mer. Il peut isoler les vagues scélérates n'importe où dans le monde. Nous obtenons une image comme celle-là. C'est d'ailleurs l'image radar de la vague la plus haute que nous ayons trouvée, parmi les 30 000 images analysées. Cette lame fait 30 mètres. Une crête très haute, suivie d'un creux très profond. Exactement la même hauteur que les vagues qui ont frappé le Bremen et le Caledonian Star. Des vagues que la science estimait pratiquement inconcevables. Pourtant, après tout juste 3 semaines de surveillance, les chercheurs ont déjà repéré plus de 10 vagues géantes. Vous avez ici la plus haute vague qu'on ait repérée. Elle fait dans les 30 mètres et elle apparaît en rouge. Les suivantes font environ 27 mètres et elles sont en orange.
Nous avons une autre grande vague ici, dans le Pacifique Nord. Celle-là fait également dans les 26 mètres. Nous ne pensions pas trouver en si peu de temps autant de phénomènes de vagues extrêmes. Si les données satellites sont exactes, les vagues scélérates semblent beaucoup plus fréquentes que ne le laissait présager le modèle linéaire. Reste à savoir pourquoi. La réponse n'est pas du ressort de la science. Hal Osborne vit dans un univers mathématique bizarre où presque tout peut arriver. C'est le monde étrange et non linéaire de la physique quantique. Ici, les objets apparaissent et disparaissent selon les règles de la remarquable équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, la mécanique quantique, la série télé Quod Quantum, nous savons tous quelque chose sur cette équation. Il existe aussi une version modifiée qui décrit les vagues en eau profonde. Osborne est un des grands spécialistes de l'étude mathématique des vagues. Cela fait 30 ans qu'il se passionne pour la vague théorique de Schrödinger. L'équation de Schrödinger décrit une surface d'eau théorique où des lames géantes peuvent soudain surgir du néant. Où, sans raison apparente, les vagues normales deviennent instables et gigantesques. Le principe de l'équation non linéaire de Schrödinger apparaît dans cet exemple très simple. Au début, apparemment, il ne se passe rien, et on se dit qu'on ferait mieux d'aller boire une bière. D'un autre côté, si on attend, il se passera peut-être quelque chose. Et effectivement, on va voir cette vague au centre se mettre à grossir. Elle grossit parce qu'elle vole de l'énergie à ses deux voisines les plus proches. Elle commence à se lever, elle grandit, elle vole de l'énergie à ses voisines et du coup celle-ci s'effondre. Vous les voyez redescendre? Regardez ça. La voilà maintenant à son apogée. C'est une très grande lame, avec deux vagues plus petites de chaque côté et deux creux assez profonds de part et d'autre du pic. Dans l'univers théorique d'Osborne, ces vagues non linéaires pourraient se transformer en monstres. Mais l'idée qu'une vague puisse devenir instable dans le monde réel était tellement excentrique que les océanographes l'ont écartée d'emblée. Pour les spécialistes des vagues et de l'océan, il n'était pas question de prendre cette théorie au sérieux. Jusqu'à ce que quelqu'un lui envoie le profil d'une vague. Celle qui a frappé la plateforme pétrolière Dropner en 1995. La fameuse vague du Nouvel An. Pour moi, ça a vraiment tout changé. La vague du Nouvel An ressemble comme une jumelle à l'une de ces lames théoriques non linéaires. J'étais stupéfait. Stupéfait. C'était exactement le même profil que les solutions exotiques à l'équation non linéaire de Schrödinger. Celle-là même que nous avons écartée pendant 30 ans. Parce que nous étions sûrs que ce genre de choses ne pouvait pas se produire. Parce que c'était trop bizarre. Et pourtant, je l'avais sous les yeux. Et j'étais bien obligé d'envisager la possibilité d'un rapport avec ces vagues extrêmes que l'on trouve dans l'océan. Si Osborne ne se trompe pas, on sait maintenant pourquoi il y a des vagues scélérates en haute mer. Cela ne vient pas de caractéristiques locales exceptionnelles. En réalité, les vagues se comportent soudain de façon étrange, non linéaire.
Pour une raison inconnue, elles deviennent instables et se mettent à pomper l'énergie de leur voisine. Il y a parfois ce qu'on appelle une mer trompeuse, que les marins connaissent bien. On a une mer avec des vagues ennuyeuses, qu'on connaît par cœur. Et soudain, il y en a une qui va s'élever. Elles sont là, quelque part, elles se cachent. Il y en a une première, puis une autre, mais entre-temps, elles restent invisibles. D'après la théorie d'Osborne, il y aurait deux types de vagues. Le modèle ordinaire, stable et linéaire, et le monstre instable et non linéaire, cette vague qui peut à tout moment devenir scélérate. Ça veut dire qu'il existe deux sortes de vagues. C'est stupéfiant. Il y a la vague sinusoïdale et ennuyeuse qu'on connaît déjà depuis 2 siècles, et puis il y a l'autre. C'est un animal très spécial. Elle se dissimule derrière ses voisines et ne se soulève que de temps en temps. Voilà qui expliquerait ce que Wolfram a vu en mer du Nord. Ça expliquerait aussi l'origine des lames qui ont assailli le Bremen et le Caledonian Star. Ça expliquerait enfin le grand nombre de vagues repérées par le satellite. Il semblerait que l'océan abrite une population de vagues à part, plus haute et plus fréquente qu'on ne l'imagine. Ces vagues sont particulièrement dangereuses à cause non seulement de leur taille, mais aussi de leur forme. Le modèle linéaire utilisé par l'industrie navale part du principe que les vagues ont forcément une faible cambrure. Les bateaux sont donc conçus pour affronter une houle ondulante. Mais d'après les récits des marins, les vagues scélérates sont très différentes. C'était un mur. Ce n'était pas une vague en pente douce, mais une paroi verticale d'eau dure. Elle m'a fait penser aux falaises blanches de Douvres. C'était comme une énorme falaise juste devant nous. Les vagues scélérates sont tellement abruptes qu'elles peuvent se briser et percuter les bateaux avec une force exceptionnelle. Si les vagues scélérates font autant de dégâts, c'est parce qu'elles se brisent. Et ce n'est plus une vague, mais une énorme masse d'eau qui arrive à toute vitesse et vous heurte de plein fouet. Rod Rainey est ingénieur. Il étudie les avaries des bateaux pour le compte de l'industrie navale. Il a calculé les forces colossales qu'exercent ces énormes vagues brisantes et les a comparées avec celles des vagues normales. Cette bille représente une vague linéaire classique de 3 mètres frappant un bateau, avec une force d'environ 1,5 tonnes par mètre carré. Celle-ci représente une vague de tempête d'environ 12 mètres heurtant le même bateau, soit à peu près 6 tonnes par mètre carré. Voilà enfin une vague scélérate dont la force atteint 100 tonnes par mètre carré. Cette force dépasse largement ce que la plupart des bateaux peuvent supporter. Après avoir très soigneusement étudié les navires endommagés par des vagues brisantes, nous pouvons affirmer que sur certaines surfaces substantielles, les pressions exercées sont d'environ 100 tonnes par mètre carré. Or, les bateaux sont généralement conçus pour supporter une pression latérale maximum de 15 tonnes. C'est-à-dire qu'ils supportent 15 tonnes par mètre carré sans être endommagés et peut-être le double avec quelques dégâts. Mais 100 tonnes par mètre carré, ça transperce la coque.
Non seulement les vagues scélérates existent, mais aucun bâtiment ne peut leur résister. Et toutes les données scientifiques actuelles indiquent que les théories avancées jusqu'ici pour expliquer les pertes de certains bâtiments étaient fausses. Il ne s'agissait pas seulement de corrosion ou d'erreur de pilotage. Une partie au moins de ces naufrages était l'œuvre des vagues scélérates. Ce qui signifie que nous pouvons enfin expliquer certaines disparitions mystérieuses, telles que celle du München. À mesure que la tempête empirait lors de cette terrible nuit de décembre 1978, le München progressait certainement sans inquiétude, fendant des vagues de plus en plus hautes. Jusqu'à ce que soudain, surgissant de la nuit, un mur d'eau de 30 mètres s'élève au-dessus de lui. Le plus probable, c'est que la proue du navire a plongé dans un creux et avant même qu'il ait pu se relever, la vague s'est pour ainsi dire effondrée sur la superstructure et sur la proue. Elle s'est écrasée avec une force extraordinaire sur la cloison avant, heurtant le canot de sauvetage tribord et provoquant les dégâts qu'on voit sur la photo. La vague s'est sans doute écrasée sur le pont, comme c'est arrivé sur le Bremen. En détruisant les instruments et les moteurs, elle a totalement paralysé le bâtiment. Si le cargo s'est mis en travers des vagues, la lame suivante a dû percer la coque. L'eau s'est alors engouffrée, emportant avec elle le grand München et tous ses passagers au fond de l'océan.